Autre news que je voulais vous présenter. Donc, mercredi, j'en avais un peu parlé. Donc, il y a le New Hampshire et également l'Arizona qui ont passé l'acte définitif pour mettre du Bitcoin en réserve stratégique. Euh, Mercredi, je vous avais parlé, je ne sais plus si c'était l'Arizona ou le New Hampshire, mais en gros, maintenant, ils sont 2 États à pouvoir le faire. Par contre, on a la Floride qui a abandonné. Alors, on voit que c'est clairement pas tous logés à la même enseigne. On en a certains, là, par exemple, comme l'Oklahoma, le Montana, la Floride, là, qui a arrêté. On a le Wyoming, etc. Donc tous les États réagissent pas forcément de la même manière, mais quand même, encore une fois, force est de constater que on a quand même des États qui maintenant ont mis du Bitcoin et ont passé les actes pour passer du Bitcoin en réserve stratégique. Je l'ai dit mercredi, mais c'est un truc, nous, quand on a commencé, je veux dire, tu prends 2017, 2016, même 2018, 2019, 2020, mais c'était impossible de penser ça à l'époque. Tu passais pour un abruti de service quand tu disais que peut-être des États pouvaient mettre du Bitcoin en tant que réserve stratégique. S'il y a bien un mec qui en a parlé depuis 2012-2013, c'est alors il y a Max Kaiser et il y a Saif Dinamous dans le livre L'étalon Bitcoin qui en a parlé de ça. Quand même des sacrés visionnaires les mecs. On n'est pas d'accord avec tout ce qu'ils disent, mais là pareil, forcé de constater que c'est quand même assez fou ce qui est en train de vivre, Oui, puis ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. en parlant d'histoire et de mémoire, rappelez-vous que Donald aussi, sur le dernier mandat, il n'était pas aussi positif. Hein. Bon, là, Ah non. il y en a qui ont su, il y en a qui ont su le prendre par les sentiments. Bon, je suis pas sûr qu'ils comprennent tout ce qu'il raconte, mais bon, au moins, il en parle de manière positive. Mais de son dernier mandat, justement, en 2016-2018, c'était un scam, il faut arrêter tout ça, j'y crois pas du tout, c'est de la merde. Donc, le discours a bien changé aussi. Donc, bon, ça, je pense pas que ce soit ça qui soit responsable du prix non plus, parce que bon, la réserve stratégique, c'était plutôt un schéma narratif en fin d'année qui est un peu floppé, hein, faut le dire aussi. Quand ils ont annoncé qu'ils allaient pas acheter, mais qu'ils allaient juste maintenir, bon, ça fait un peu flop dans l'eau et du coup, ça même dump. Mais dans tous les cas, ça reste plutôt bon pour tout ce qui est adoption. Là, tu as carrément des États américains qui vont acheter du Bitcoin. En fait, c'est passé relativement inaperçu, mais c'est quand même, voilà, comme tu le dis. Quand tu es là dans la crypto depuis longtemps, tu te dis putain, ouais, c'est quand même un truc de fou, quoi. Il y Surtout, a un vrai surtout quand tu te parcours qui a été rappelles fait. que les mêmes aussi, quand il y en a qui ont sacrément retourné leur veste, le président en premier, parce que bon, tu dis maintenant il est C'est pro-crypto, clair. t'inquiète pas. Bon, pour l'instant, il nous a quand même foutu pas mal de bordel, mais surtout, au niveau de discours, il a bien retourné sa veste aussi. Hein. Bon, il est pas au niveau d'Ansem et des youtubeurs, mais bon, des fois, il s'en rapproche un peu, quoi, sur la mauvaise foi. Bah, entre 2016 où ouais, il disait Bitcoin, c'est pour blanchir de l'argent, c'est pour financer le terrorisme, etc. Ou au moment où il lance son même coin sur Solana, ouais, il y a eu un chemin quand même. Ouais. C'est un truc de fou. Ça, il y a quelques années en arrière, on n'aurait jamais pu imaginer ça. Mais c'est pour ça que la crypto aussi, c'est passionnant parce que à la fois, c'est des moments, ça te use parce que tu dis putain, on est quand même loin de la vision de Satoshi quand tu as tout un tas de merde qui est proposé. Et quand nous, on parle vraiment des valeurs profondes, cypherpunk, gérer son propre argent, libre arbitre, souveraineté monétaire et tout, quand tu vois les merdes qui sont lancées, des moments, ça te pèse un peu sur le moral. Mais c'est quand même assez dingue. On vit l'histoire, on est en train d'écrire et de vivre l'histoire en même temps. C'est quand même assez fou. Je sais pas quel âge vous avez, les mecs, mais je sais pas, raconter plus tard à tes enfants, putain, bah moi j'ai connu ça, 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 ça. C'est quand même assez fou, tu vois. Là, tu vis le truc, quoi. Autre news que je voulais vous présenter. Ouais, tu voulais dire un truc? Bah, c'est le parcours en fait. Je sais pas si ça concrètement ça restera dans l'histoire que l'Oklahoma, ou je sais pas exactement l'État va acheter du Bitcoin, mais c'est en fait tu vois le parcours petit à petit, tu Ouais, dis tu vois putain le parcours. la progression est ouf, tu vois. Depuis on n'est pas non plus les OG super early et tout, mais bon, il y en a qui doivent le voir encore plus. Mais tu vois rien qu'avec quoi 6 ans sur le marché, tu dis ouais putain ça a quand même bien shifté les schémas narratifs et tout, donc c'est pour ça tu vois les nouveaux qui arrivent avec des schémas narratifs juste de moment, tu te dis putain, mais quand tu regardes tous les schémas narratifs, toute l'adoption et tout, tu as une vision un peu différente, tu vois, du truc. Tu dis, ça C'est clair. évolue petit à petit, mais bon, ça fait toujours intéressant, tu vois, de suivre le truc et comment ça se développe. C'est clair. Bah, t'as pas le temps de t'ennuyer, hein. Clairement, en crypto, c'est quand même assez fou. Une news que je voulais vous présenter, les mecs. Enfin, une news qui m'a fait bien sourire. C'était marqué Bybit surprend l'industrie crypto
en restaurant sa liquidité un mois après son piratage massif. Alors ça, pareil, il y en a beaucoup qui ont oublié. Hein. On a fait un live avec Théo de 2h30 à l'époque, je me souviens, quand il y avait eu le hack de Bybit. 1,5 milliard en Ether, c'était à peu près 500 000 Ether qui avaient été volés. Alors c'était Lazarus, la communauté un peu de hackers de Corée du Nord. Depuis, ils ont blanchi l'argent, ils ont transformé en partie en BTC, bref. On vous refait pas le laïus. Et on vous avait expliqué les raisons pour lesquelles, en fait, ils ont restauré leur liquidité. Hein. D'accord. C'est pas en un claquement de doigts. Il y a eu du gros foutage de gueule de partout. Les plateformes d'échange qui ont prêté de la thune qu'ils n'avaient pas. Ils ont regardé les seuils de liquidation de leurs propres utilisateurs. Donc, ils ont pris l'argent de leurs propres utilisateurs pour aller liquider leurs propres utilisateurs avec de l'argent qui leur appartenait pas pour aller récupérer du pognon. Enfin, bref. Donc, surprend l'industrie, en fait, non. Enfin, moi, ça m'a pas surpris. Et ça reste une plateforme que... Enfin, toutes les plateformes d'échange centralisées, de manière générale, je pense que j'ai un gros biais par rapport à ça, mais je ne peux pas les supporter. Je peux pas les supporter. Et tout comme cette news-là, en fait, ça fait une pierre deux coups. Hein. Crypto et politique. CZ admet avoir demandé une grâce à Trump. Alors, je ne sais pas si vous avez suivi un peu cette histoire-là, mais CZ... sur son tweet, sur son compte Twitter, a dit à de très nombreuses reprises, j'ai jamais demandé la grâce à Trump, j'assume mes erreurs, machin et tout. Et là, dernièrement, il retourne sa veste en disant qu'il avait quand même demandé une grâce à Trump. Et quand il y en a certains qui viennent me dire, non, mais Binance, c'est une plateforme sûre, CZ, arrête de parler comme ça de lui, c'est pas comme Sam Bankman-Fried ou comme FTX. Putain, mais les mecs, vous avez la mémoire courte. Hein. Vous avez vraiment la mémoire courte. Hein. Parce que alors évidemment, c'est pas le même personnage, d'accord. Mais je vous rappelle quand même que CZ a fait de la tôle. Je vous rappelle quand même qu'il a payé 4 milliards d'annuités. Je vous rappelle que Binance a eu des problèmes de blanchiment d'argent, de détournement de fonds. Ils sont encore sous séquestre dans je ne sais pas combien de juridictions. Bref, c'est le bordel sans nom. CZ, il va te faire des belles phrases. Les gars, achetez des fondamentaux, achetez pas n'importe quoi. Les fondamentaux, ça reste puissant. Puis ils vont lister sur leur plateforme tout un tas de shitcoins, y compris des projets qui n'ont pas de liquidité et faire des gros délits d'initiés. Voilà. Et donc ça, c'est plutôt le truc qui a tendance à me fatiguer et qui conforte encore plus ma conviction sur le sujet. Éviter les plateformes d'échange centralisées. Voilà. Vous les utilisez pour envoyer de l'argent en crypto, pour le retirer parce que c'est obligé, c'est le passage obligé. Et derrière, pour swapper, pour faire des rendements, pour stocker, pour faire n'importe quoi, vous évitez de les utiliser parce que c'est que du mensonge sur mensonge sur mensonge. Et si jamais il y a un problème, vous serez, comme d'habitude, les dindons de la farce. Reviens sur l'acte de Bybit parce que tant qu'on est sur à gueuler un petit peu, moi je voulais vous faire prendre conscience d'un autre truc. Alors ça, j'en avais parlé aussi sur mon live. Mais alors, il y a eu la news de Bybit, effectivement. Mais ce que ça a démontré aussi, cette histoire, et ça a été évoqué par Zach XBT, donc le fameux détective on-chain, c'est que 5,5 milliards, ils ont été blanchis comme une lettre à la poste. C'est-à-dire qu'ils sont passés par des protocoles décentralisés. Alors certes, du coup, il y a certains protocoles qui ont dit cette semaine, on a fait beaucoup de revenus avec les frais. Oui, d'accord. Beaucoup de volume. Beaucoup de volume, beaucoup de frais. Oui, d'accord, c'est d'où ça vient. Mais liquidité oblige, la plupart de ces blanchiments, ils n'ont pas été faits sur les plateformes décentralisées, ils ont été faits sur des plateformes centralisées. Alors, comment on explique qu'il y ait, je ne sais pas exactement les chiffres, mais des centaines de millions qui sont passés comme une lettre à la poste en quelques heures, voire quelques jours, sur les plateformes centralisées qui sont censées être régulées avec du KYC et tout? C'est tout simplement que ceux qui ont les moyens type les hackers d'État nord-coréens et les acteurs réellement malveillants, le KYC, ils s'en battent les couilles, ils en ont rien à branler parce que sur le dark web, tu au KYC, tu l'achètes 100 balles, tu as ton compte officiel sur Coinbase, sur Kraken, sur tout ce que tu veux. 100 balles, tu as un compte KYC et tu fais tes transferts de fonds et ça passe comme une lettre à la poste parce que le temps qu'ils réagissent, c'est déjà fait. Donc en fait, ce qu'il y a à retenir aussi du hack de Bybit, à part que bon, il y a pas mal de magouilles dans l'arrière-boutique, mais c'est que toutes les législations, avec l'interdiction des outils de privacité, avec un contrôle des flux de capitaux, avec des KYC toujours plus exigeants où on doit prendre des photos avec une cuillère sur la tête, c'est que les seules personnes que ça dessert, c'est vous, hein, c'est les utilisateurs qui ont pas forcément quelque chose à se reprocher. Et on rappelle qu'en crypto, hein, parce que ça fait longtemps qu'on l'a pas entendu, mais je
crois que c'est moins d'1% les transactions réellement illicites liées à des activités légales. Donc 99% des transactions sont licites, légales et dans son bon droit. En fait, tout ce qu'on est en train d'évoquer avec l'interdiction des cryptos, des outils de privacité, avec tous les wallets KYC, au final, c'est juste du contrôle de la population parce que les acteurs réellement malveillants et qui veulent passer inaperçus, ils trouveront un moyen. Donc les seuls que ça va baiser, c'est nous en fait. Donc c'est aussi un apprentissage parce que je veux dire le KYC, ils sont passés par toutes les plateformes centralisées. Ils n'ont pas réussi à arrêter grand chose et dans l'idée, ils ont récupéré un petit peu sur certaines parties, mais la grosse majorité des fonds a été blanchie comme ça. Donc c'est pas le KYC qui a empêché quoi que ce soit. Donc c'était et aussi, puis on n'en entend plus parler, comme tu dis. Là, c'était il y a un mois, tout le monde en parlait. Ah, punaise, abusé, truc de fou et tout. Là, les 1,5 milliard, regardez. Là, la seule news que vous avez, c'est de vous dire, regardez, on a surpris l'industrie crypto en restaurant la liquidité. Ouais, fous-toi de notre gueule. C'est usant. Et en parlant d'usure, vous savez à quel point aussi, nous, on n'est pas... on est quand même assez critique et on comprend la vision des Bitcoin Maxi aussi. Mais on est quand même aussi critique par rapport à ça et notre vision, que ce soit Théo, moi, Michael, etc., on entrevoit plus un avenir multi-chain de plus en plus que d'un truc où il y aurait que et uniquement BTC. Voilà. La position des Bitcoin Maxi, c'est de dire Bitcoin, c'est tout ce dont on a besoin. Le reste, c'est que de la merde. Bon, évidemment, je pense que si on passe quand même un certain temps en crypto, on se rend compte que la grosse majorité, il y a des saloperies. La grosse majorité, il y a de la saloperie. Mais il y a quand même des trucs et des innovations qui sont intéressantes, qui ne doivent pas être en compétition directe avec BTC parce que ça répond pas du tout aux mêmes exigences. Et c'est un peu ce qu'on reproche avec l'Ether. Mais il y a un truc, moi, qui me fait mourir de rire, c'est de voir, là, je sais pas si tu as vu les speakers, Théo, les speakers de la dernière conférence, là, sur 2025 des Bitcoin Maxi. Attends, je te montre l'un des speakers qu'ils ont foutu pour la conférence de 2025. Ah, c'est quand même assez fou. Il troll. C'est un truc de fou. C'est-à-dire que Peter Schiff, pour ceux qui sont là depuis un certain temps, c'est le plus gros détracteur du BTC. Alors souvent même par troll, je pense. Mais je pense qu'au fond de lui, ensuite, il en est aussi convaincu. C'est peut-être sa marque de fabrique. Et quand même, c'est-à-dire que tu prends le mec qui bâche le BTC H24, tu le fous dans la conférence de BTC 2025 et tu vas même pas laisser la parole à des personnes, je sais pas, comme Vitalik, comme Sergei Nazarov, comme je sais pas, certains mecs qui sont peut-être pas que full BTC, mais qui ont peut-être un avis différent à apporter, je sais pas, sur la croissance de l'écosystème crypto, qui pourrait apporter une autre vision des choses. Ils préfèrent foutre un mec comme Peter Schiff que je sais pas, des mecs comme Vitalik, comme d'autres personnes qui pourraient avoir une vision peut-être plus large que de simplement se dire full BTC. Et ça, en fait, je trouve ça navrant. Ça m'a fait rire, hein. Ça m'a fait rigoler, mais en fait, tu te rends compte que ces conférences, très souvent, tu n'apprends rien. Ça coûte une burne. Et c'est que du marketing où les mecs, ils s'envoient des fleurs, ils se caressent le dos. Ah, regardez, venez à mon fond et tout. Il y a eu même des moments où il y avait plein d'arnaqueurs qui venaient. Hein. Tu avais SBF qui était venu à certaines conférences avant. Tu avais Celsius, hein. Tu avais Machinsky qui venait à des conférences BTC pour chiller sa merde. Là, il a pris 12 ans de tôle. Par contre, certains acteurs qui pourraient apporter une vision peut-être plus objective et tout, non, on va pas les laisser parler parce qu'ils sont pas full BTC maxi, tu vois. Mais par contre, on va mettre Peter Schiff parce que ça vaut le coup, tu vois. Voilà, ça m'a fait rigoler. Je sais pas ce que tu en penses de ça. En termes d'écho de chamber, tout ce qui est Bitcoin Maxi, clairement, c'est un des écosystèmes les plus toxiques, hein, parce qu'on peut parler d'autres écosystèmes, mais ceux qui sont à fond sur Bitcoin et qui considèrent encore aujourd'hui qu'il n'y a rien d'autre de bon dans la crypto, que c'est que Bitcoin et qui sont là toujours sur les mêmes trucs, franchement, je sais même pas de quoi ils vont parler, parce que niveau fondamentaux, techniques, enfin... Ah mais t'inquiète pas, ils vont parler de leur fonds, ils vont parler de plein de trucs. Oui, non mais d'accord, mais tu vois, je veux dire, en termes d'innovation technique sur Bitcoin, là concrètement, depuis l'année dernière, je sais pas de quoi ils vont parler. Bon, tu avais encore les ordinals, rappelez-vous, hein, les ordinals, attention, pour ceux qui étaient là, mais en gros, t'as pas forcément de... Bon, mais c'est vrai que c'est, pour le coup, conférence Bitcoin pure à fond maxi, c'est quand même assez toxique, quoi. Bah, puis je pense que surtout, moi je vais même être plus cru, hein, je pense que c'est de la grosse merde, je pense que ça sert à pas grand chose, c'est juste des mecs qui vont
globalement s'auto-sucer en se disant regardez, oui, Bitcoin c'est super, viens sur mon fonds, oui, c'est que du marketing. Et que si tu avais utilisé, au lieu d'acheter ton argent, si tu l'avais pas utilisé pour acheter des tickets qui coûtent cher, hein, je sais plus combien ça coûte, mais la dernière fois que j'avais regardé, la dernière conférence, ça pouvait passer 2000, 3000 balles et même des moments, certains tickets, ça pouvait passer à 5000 balles. Hein. Si tu avais utilisé pour toutes les conférences BTC cet argent-là pour acheter du BTC et pas aller à cette conférence où globalement tu n'apprendras rien et en plus ça sera en replay sur YouTube, tu aurais plus de BTC aujourd'hui. Hein. Voilà. C'est que, comme tu dis, c'est de l'écho chamber. T'apprends pas grand chose. Très souvent, ils répètent la même chose. Oui, on en est qu'au tout début. Et puis, il y a un culte de la personnalité, moi, qui me fait cringe. Tu sais, genre, tu sais, quand il y a Sailor qui arrive, genre, les mecs, c'est son messie, tu sais. Genre en mode, c'est Dieu, tu sais, c'est Jésus et tout. Et je suis là, je dis, putain, ça me fait le cringe. Hein. Ça, c'est, putain, ouais, il investit sur du Bitcoin et c'est pas parce qu'il investit que le mec, ça y est, c'est le Dieu, tu vois. Genre, et en fait, c'est ça, il y a un culte de la personnalité, c'est très US. Ça. En France, on n'est pas du tout sur ça. Je pense qu'il y a un problème un peu culturel aussi par rapport à ça. Mais moi, franchement, si vous êtes débutant ou même avancé, hein, allez pas à ce genre de conf. Utilisez cet argent-là pour acheter la crypto, vous gagnerez plus d'argent. Allez, on va reprendre une ou deux petites questions. Il y a quand même beaucoup de friction pour à chaque fois transférer ses codes du cold wallet vers l'exchange sans parler de frais. Oui, mais c'est le prix à payer. C'est-à-dire que la simplicité, tu vas le payer avec la potentialité de perdre l'intégralité de tes thunes. Je pense que ça vaut le coup de se faire un peu chier et de payer quelques frais de gaz. Après, voilà. Ceux qui ont Ça laissé dépend leur quoi, mais là cookies en de plus, plus. justement, encore une fois, avec Pectra, parce que je pense qu'un des gros points noirs, c'est justement toute cette histoire de VM où tu veux retirer des exchanges, on te propose le RC20 où ils vont te prendre plusieurs euros de frais, et après, tu as Polygon, Arbitrum, les Layer 2, des choses comme ça. Et du coup, tu as besoin d'avoir des frais. C'est en train d'être résolu petit à petit. Hein. C'est pour ça, là, on n'a pas encore vu les trucs, mais avec Pectra, ils vont pouvoir faire du gazless, du gas abstraction, donc c'est-à-dire pouvoir payer les frais, pas forcément en token natif, donc avoir de l'Ether directement ou de l'Ether sur Base ou sur Arbitrum pour pouvoir payer les frais, mais payer les frais directement dans le token. Donc, par exemple, en USDC, si vous avez retiré des USDC ou vous voulez renvoyer, mais il n'y aura plus besoin d'avoir de l'Ether directement sur le wallet pour pouvoir envoyer le coin. Donc, vous pouvez envoyer des ERC20 ou les BEP20 ou ce que vous voulez directement sans ça. Et en plus, il va y avoir certains prestataires, certaines plateformes qui vont pouvoir prendre en charge les frais de leurs utilisateurs. Donc, en fait, même si tu n'as pas de gaz, certains outils permettront à leurs utilisateurs d'envoyer des tokens en fait sans avoir besoin de payer de frais de gaz parce que c'est eux qui les prendront en charge. Donc, tout ce qui va être utilisation, frais de gaz, qui est effectivement un point de friction assez important encore aujourd'hui dans l'écosystème, et notamment sur Ether et le VM, c'est en train d'être résolu petit à petit. Mais c'est pour ça que je dis que les fondamentaux ils sont améliorés, mais c'est pas ça qui a fait pump le prix, parce que là encore aujourd'hui, t'ouvres Beer Wallet, c'est pas encore faisable. Mais techniquement, fondamentalement, ça a été implémenté, et maintenant il faut laisser le temps en boîte de faire les outils, mais de mettre en place exactement. Mais sachez que qu'on va vers du mieux en fait par rapport à tout ça, donc ça va aller de mieux en mieux. Surtout voyant le nombre de tokens qui ont dump après le listing sur Binance. Bah oui, c'est ça, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Hein. Autant au dernier cycle, il y avait une méta d'essayer de choper les listings parce qu'ils étaient beaucoup plus en mode coinlist, d'aller chercher les projets, ils listaient que les trucs quali, donc là il y avait vraiment un intérêt. Là, et on l'avait montré aussi en live, hein, je sais pas, sur 20 ou 30 derniers projets, même depuis l'année dernière, il n'y en avait aucun qui était en positif. Ou alors un ou deux à 10 ou 20%, mais tous les autres, ils s'étaient fait c'était de la direct. Ouais. Mais c'était vraiment, là, pour ce coup, ils ont vraiment déconné sur ce cycle. Et puis même, ils chillaient des projets. Des moments, tu avais des projets inconnus au bataillon qui étaient listés, genre des projets qui avaient 20 millions de market cap. Tu vois. iVision, là, je sais plus comment il s'appelait celui-là, là, un truc, personne n'avait entendu parler, un vieux memcoin IA, 20 millions de market cap listé sur Dex Screener, listé sur Binance. Ok. Et des trucs comme ça, enfin franchement, voilà. C'est pour ça que moi, les plateformes d'échange centralisées, dites-vous un truc. Comment les plateformes d'échange centralisées sont devenues aussi riches? Parce qu'elles ont pris tellement de pognon aux traders, tellement, qu'aujourd'hui elles savent plus quoi en foutre, et elles savent tellement plus quoi en foutre qu'elles font du burn. Le burn qu'il y a sur le BNB, c'est quoi? C'est tu rachètes ton propre token et tu le burn. Tu prends des centaines de millions de dollars que tu as en cash,
tu rachètes ton token et tu jettes ce token. Alors, c'est du buyback, mais du buyback sous stéroïde quand même, parce que le buyback, les actions, elles existent toujours. Hein. Là, les BNB n'existent plus, ils sont brûlés. C'est-à-dire que les boîtes comme Binance font tellement de thunes parce qu'elles prennent tellement d'argent aux traders qui sont là en train de regarder leur écran, qui essaient de prendre l'argent à l'autre mec qui est peut-être plus fatigué en face et tout, pour essayer de gagner des thunes. Et au final, ils finissent par sous-performer, perdre, j'en sais rien moi, l'amitié avec leurs potes, ils perdent leur thunes, ils perdent leur confiance en eux et tout, et ça se finit mal pour beaucoup, beaucoup de personnes. Mais posez-vous la question, comment ces mecs-là sont devenus aussi riches? C'est pas parce qu'ils ont apporté une innovation majeure. Hein. D'accord, hein. Ils n'ont pas inventé un truc de fou. Hein. Je veux dire, les brokers, ça existe depuis que la bourse existe. Hein. D'accord, hein. Alors oui, ils ont mis des taux bas, ils ont mis des frais de transaction faibles, ils ont fait un marketing, ils ont fait ce que vous voulez. Mais c'est un peu comme Pump Fun. Comme Pump Fun, dire globalement, pour moi, c'est des trucs, c'est du net négatif pour la crypto. C'est pour l'onboarding, mais c'est de la pure daube. Et qu'on ne vienne pas me dire aujourd'hui que des boîtes comme ça gèrent des milliards parce qu'elles ont apporté une innovation majeure. Pour moi, ça reste un peu comme, tu sais, dans le système financier, tu as plein de mecs qui se placent en tant qu'intermédiaires sur plein de trucs pour prendre des frais, mais tu sais, il n'y a pas de création de richesse, c'est que des sensus là, qui se placent là, genre Western Union, tu vois, toutes ces boîtes-là. Là. Pour moi, c'est un peu le truc qu'ils ont apporté, c'est de la liquidité. Mais par contre, la liquidité, ils en ont bien profité. Quoi. Ils se gavent sur les frais, sur le volume et sur liquider les traders. Donc, vous inquiétez pas, ils sont pas bénévolents. Hein. Les mecs qui font ça, ils savent très bien pourquoi ils le font. Donc, il y a quand même un intérêt pour l'onboarding parce que tu es quand même, grosso modo, plus ou moins obligé de passer par eux. Mais vous inquiétez pas qu'ils se rémunèrent grassement sur le service rendu à la communauté. Hein. Ah oui. Et puis, vous inquiétez pas. Hein, je veux dire, si la CZ, il a payé 4 milliards sur son truc et tout, le pognon, ils en ont, il n'y a pas de problème. Hein. Et ils ont un intérêt de lister des trucs avec même pas forcément énormément d'engagement et tout, mais simplement, eux, ils s'en foutent des projets. Hein. Ils vont vous lister un truc pour faire des volumes parce qu'ils gagnent de l'argent sur des volumes. Vous, c'est quand la dernière fois que vous avez gagné de l'argent sur des volumes, à part si vous étiez sur des poules de liquidité? Compliqué. Hein. Eux, ils sont sûrs de gagner à tous les coups. Ils disent une merde, ils sont sûrs de gagner. Mecton qui dit, tu as tout à fait raison, si tu n'acceptes pas de te faire défoncer, tu profiteras jamais de ce marché. Ouais. Ça offre une résistance à la douleur aussi qui est important, la crypto. Quel est votre projet préféré en termes de fonds hormis Ether et BTC, bien sûr? C'est ce qu'on partage dans l'accompagnement. Pour ceux que ça intéresse, ça permettra de clôturer. Vous avez le lien de l'accompagnement dans la description. Crypto investisseur, pour ceux qui veulent devenir autonomes et éviter de suivre comme des moutons un petit peu ce qui se passe sur la crypto, parce qu'on voit pourquoi la majorité aujourd'hui perd de l'argent en crypto. Si vous avez envie d'être autonome et puis arriver à tirer votre épingle du jeu, crypto investisseur, l'accompagnement pour ceux qui veulent aller plus vite et rapidement se mettre d'équerre pour ce qui va arriver. Et puis, vous avez 2 autres chaînes YouTube, donc la chaîne de Théo, Aventure Crypto, dans la description. N'hésitez pas à vous abonner. La mienne, mon autre, Éternel Étudiant, le lien juste en dessous. Et si vous voulez réserver un appel avec nous, pareil, vous avez la possibilité de le faire avec le lien juste en dessous. Et n'hésitez pas à télécharger le guide fiscal. J'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, mais il y a pas mal de questions aussi sur la fiscalité. Je pense que Mickaël fera une session en live pour en parler un petit peu plus en détail. Mais voilà, je pense que si vous avez des questions et si vous avez envie d'avoir un contact avec quelqu'un qui est spécialisé sur la partie fiscalité, on vous donne accès à un contact d'un avocat fiscaliste avec lequel on travaille. Donc, vous avez le lien dans la description. Merci à tous et à très bientôt. Salut.